Dans cette vidéo, je vous propose de traiter un exercice classique où nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Voici l'énoncé de cet exercice. Regardez, j'ai une fonction f définie sur R par f de x égale x à la puissance 4 moins 4 fois x au cube plus 4x carré moins 1. Donc c'est une fonction polynôme du 4e degré, évidemment définie sur R. Première question, on vous demande de montrer que la fonction f', la fonction dérivée, f' de x est égale à 4x fois x carré moins 3x plus 2. Ensuite, dans une deuxième question, on vous demande d'étudier les variations de la fonction f sur R et de préciser les limites. Ensuite, on vous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet exactement 3 solutions, alpha, bêta et gamma sur R, dont une solution entière, bêta. Et ensuite, on vous demande d'encadrer alpha et gamma à 10-2 près. Première question extrêmement simple, on vous demande de dériver cette fonction f. Alors je commence par dire que f est une fonction définie et dérivable sur R. Pourquoi je sais qu'elle est dérivable sur R? Parce que c'est une fonction polynôme. Et je sais que les fonctions polynômes sont définies, continues et dérivables sur R par théorème. Ensuite, je dois donc dériver la fonction f. La voici x4 moins 4x au cube plus 4x carré moins 1. Donc la fonction f', c'est la dérivée de cette fonction f. Je dérive donc x à la puissance 4 moins la dérivée de 4x au cube plus la dérivée de 4x carré moins la dérivée de 1. La dérivée de x à la puissance 4, vous savez que c'est 4x au cube. La dérivée de 4x au cube, c'est 4 fois la dérivée de x au cube. La dérivée de 4x carré, c'est 4 fois la dérivée de x carré. Et vous savez que la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors ici, c'est 4x au cube, moins 4 fois la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, plus 4 fois la dérivée de x carré qui me donne 2x. Donc là, après, je vais calculer 4x au cube, 4 fois 3 me donne 12, donc moins 12x carré, 2 fois 4 plus 8x. Et ensuite, je vois bien qu'ici, je peux factoriser par 4x. Donc c'est 4x facteur de x carré. 4x facteur de x carré, ça me donne bien 4x au cube. 4x fois moins 3x, si je multiplie 4x par moins 3x, ça me donne bien moins 12x carré. Et 4x fois 2 me donne bien 8x. Donc ici, évidemment, pour tout x appartenant à R, la fonction dérivée f' de x, c'est bien 4x facteur de x carré moins 3x plus 2. Donc c'était plutôt facile, un polynôme du 4e degré, vous savez le dériver. Et ensuite, quand vous le dérivez, ici la factorisation est très simple. Vous voyez bien qu'il y a un facteur commun qui est 4x et vous factorisez par 4x pour obtenir l'expression de f' de x qu'on vous propose dans l'énoncé. Donc rien de très compliqué pour cette première question. Deuxième question, on vous demande d'étudier les variations de cette fonction f sur R et de préciser les limites. Vous savez que pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. Alors la dérivée f' de x, on l'a déjà obtenue à la question précédente et je sais que c'est 4x fois x carré moins 3x plus 2. Donc il va falloir étudier le signe de la dérivée et j'ai de la chance ici puisque c'est un produit de facteurs. Donc je vais d'abord étudier le signe de 4x dans la première ligne, ensuite le signe de x carré moins 3x plus 2 et ensuite je vais obtenir le signe de f' de x qui est le produit de 4x par x carré moins 3x plus 2. Et une fois que j'aurai le signe de la fonction dérivée, je vais pouvoir en déduire les variations de ma fonction f. Alors évidemment, il est très facile d'étudier le signe de 4x puisque c'est un polynôme du 1er degré et il est aussi très facile d'étudier le signe de x carré moins 3x plus 2 puisque c'est un polynôme du 2e degré et vous savez étudier le signe d'un polynôme du 1er degré et le signe d'un polynôme du 2e degré. Alors pour étudier le signe de 4x et de x carré moins 3x plus 2, il faut d'abord que je sache où c'est que ça s'annule. Donc 4x égale 0, quand est-ce que 4x égale 0? Eh bien pour x égale 0, ça veut dire que cette quantité-là va s'annuler quand x sera égal à 0. X carré moins 3x plus 2 égale 0. Je me pose aussi la question de savoir quand est-ce que ce polynôme du 2e degré va s'annuler, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va être égal à 0, et je cherche les valeurs pour lesquelles ce polynôme va s'annuler. Je sais que c'est un polynôme du 2e degré, donc je calcule delta. Delta c'est b carré moins 4ac, donc ici c'est moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2, 9 moins 8, j'obtiens 1. Et quand delta est strictement positif, le polynôme du 2e degré va s'annuler pour deux valeurs qui sont, vous le savez, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je calcule ces deux valeurs et je trouve ici 1 et 2. J'ai ici trois valeurs, 0, 1 et 2. Je les mets ici dans l'ordre croissant évidemment. Et je regarde 4x, je sais bien qu'il s'annule pour x égale 0, c'est ce que je viens de trouver. Donc je mets ici un 0. X carré moins 3x plus 2 va s'annuler pour x égale 1 et pour x égale 2,
je reporte ici les 0. Alors si je prends une valeur inférieure à 0, par exemple moins 1, 4 fois moins 1 va me donner moins 4. Donc ici c'est négatif et puis ici c'est positif puisque c'est un polynôme du premier degré. Ici, pour le polynôme du second degré, vous savez que c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Ici, le a, c'est 1, c'est le coefficient que multiplie x carré, donc c'est 1. Donc c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Ça veut dire qu'ici, ça va être positif, 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 à l'extérieur des racines, puisque les racines de ce polynôme-là, ce sont 1 et 2. Donc c'est du signe de a à l'extérieur des racines, et donc du signe de moins a à l'intérieur des racines. Cela veut donc dire que ma fonction f', la fonction dérivée, qui est le produit de 4x par x carré moins 3x plus 2, va s'annuler pour 3 valeurs, va s'annuler quand 4x va s'annuler, c'est-à-dire pour x égale 0, puis aussi quand x carré moins 3x plus 2 va s'annuler, c'est-à-dire pour x égale 1 et pour x égale 2. Donc je reporte ici les 0 puisque ici c'est un produit de facteurs. Ensuite, moins fois plus va me donner moins, plus fois plus va me donner plus fois moins va me donner moins, et plus fois plus va me donner plus. Voici donc le signe de ma fonction dérivée sur moins l'infini plus l'infini. Maintenant que j'ai le signe de la fonction dérivée, je vais en déduire les variations de ma fonction f. Quand la dérivée est négative, la fonction f est strictement décroissante. Quand elle est positive, elle est strictement croissante. Elle est négative ici, donc la fonction f est strictement décroissante. Elle est positive ici, donc la fonction f est strictement croissante. Je calcule les images de 0, de 1 et 2, puisque je vais devoir les reporter ici, l'image de 0, l'image de 1 et l'image de 2, en remplaçant tout simplement dans l'expression de f de x, x par 0, puis par 1, puis par 2. Attention dans la précipitation à ne pas remplacer dans l'expression de f' de x, mais dans f de x. Donc f de 0, eh ben, c'est 0 à la puissance 4 moins 4 fois 0 au cube plus 4 fois 0 au carré moins 1, j'obtiens moins 1. f de 1, c'est 1 à la puissance 4 moins 4 fois 1 au cube plus 4 fois 1 au carré moins 1. Je fais mon calcul, je trouve 0. Et f de 2, c'est 2 à la puissance 4 moins 4 fois 2 au cube plus 4 fois 2 au carré moins 1. Et quand je fais ce calcul, je trouve moins 1. Dans cette question, rappelez-vous, on nous demande de préciser les limites. Donc je vais chercher la limite quand x tend vers moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini. Là, c'est très facile. C'est un polynôme du 4e degré, c'est-à-dire que ma fonction f, c'est une fonction polynôme du 4e degré. Donc par théorème, je sais que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction polynôme du 4e degré, par théorème, je sais que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini du monôme de plus haut degré. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4, et je sais que cette limite-là, c'est très facile, c'est plus l'infini. Pareil en moins l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, par théorème, je sais que c'est la limite quand x tend vers moins l'infini du monôme de plus haut degré qui est x à la puissance 4, et je sais que x à la puissance 4, vu que c'est une puissance paire, quand x tend vers moins l'infini, x à la puissance 4 tend vers plus l'infini. Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans des vidéos précédentes. Calculer la limite en plus et en moins l'infini d'une fonction polynôme, c'est très facile. Voici donc mon tableau de variation de la fonction f. Le voici, il est complet. Ma fonction est strictement décroissante, puis strictement croissante, puis strictement décroissante, puis strictement croissante. J'ai ici l'image de 0, j'ai ici l'image de 1, j'ai ici l'image de 2, et j'ai reporté ici la limite quand x tend vers moins l'infini, la voici, et la limite quand x tend vers plus l'infini, la voici. On attaque ensemble la troisième question, la question la plus importante dans cet exercice. Regardez, on vous dit de montrer que l'équation f de x égale 0 admet exactement 3 solutions, alpha, bêta et gamma sur R, dont une solution entière bêta. C'est très facile, regardez, on regarde le tableau de variation de f et on considère les intervalles où la fonction est continue et strictement monotone. Donc vous voyez ici, sur moins l'infini 0, ma fonction est continue. Pourquoi je sais qu'elle est continue? Parce que je vous rappelle que c'est une fonction polynôme du 4e degré et je sais qu'une fonction polynôme est continue sur R. Donc je vous disais que sur l'intervalle moins l'infini 0, je sais que ma fonction est continue, elle est strictement décroissante. Regardez ici, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, et l'image de 0, c'est moins 1. Donc sur cet intervalle-là, est-ce que ma fonction va passer par 0? Évidemment, regardez ici, si je vais de plus l'infini à moins 1, je vais passer ici en 0 une et une unique fois. Et ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui me le dit. La fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. L'image de 0, c'est moins 1. On pourrait dire que l'image de moins l'infini, c'est plus l'infini, mais on ne dit pas l'image de moins l'infini, c'est plus l'infini. On dit que la limite quand x tend vers moins l'infini,
l'infini, c'est plus l'infini. On vérifie que 0 appartient bien à l'intervalle image, ce qui est le cas ici. Si je vais de plus l'infini à moins 1, je passe par 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires appliquées à une fonction qui est continue et strictement monotone sur un intervalle, je sais que l'équation f de x égale 0 va admettre une unique solution sur cet intervalle et cette solution, je vais l'appeler alpha. Voici la rédaction très simple. Je dis que ma fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. N'oubliez pas de dire qu'elle est continue et strictement décroissante. Voici les mots importants soulignés ici en rouge. Alors je dis ensuite que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est plus l'infini et je dis que l'image de 0 c'est moins 1. Ensuite je vérifie que 0 appartient bien à cet intervalle image. Donc là je dis bien que 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, c'est ce que j'écris ici. Et j'écris donc d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha, je l'ai appelée alpha, appartenant à moins l'infini 0 exclu. Alors pourquoi 0 exclu? Parce que je sais très bien que l'image de 0 c'est moins 1. Donc je sais déjà que 0 n'est pas ici. Donc 0 est là, ça veut dire que le alpha, il est compris entre moins l'infini et 0 exclu. Alpha n'est pas égal à 0 parce que je sais que l'image de 0 c'est moins 1 et non pas 0. Donc là c'est un petit détail si vous voulez, mais en tout cas j'ai justifié que sur l'intervalle moins l'infini 0, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha et que cette solution alpha, elle est sur l'intervalle moins l'infini 0. Regardons ce qui se passe sur le second intervalle où la fonction est continue et strictement monotone. Regardez, c'est l'intervalle 0, 1. Je vois bien ici que ma fonction est continue et strictement croissante. L'image de 0, c'est moins 1 et l'image de 1, c'est 0. Or, moi, je cherche une solution de l'équation f de x égale 0. Bon, là, c'est un cas particulier. Vous voyez bien que f de 1 égale 0. Donc, ici, 1, c'est la solution de l'équation f de x égale 0 et c'est la fameuse solution dont on vous parle, c'est la solution entière. Donc là, je sais que f de 1 égale 0. Donc ici, l'équation f de x égale 0. Pour l'instant, elle a une solution alpha que je ne connais pas, mais je sais qu'elle existe et qu'elle est unique sur l'intervalle moins l'infini 0. Et sur l'intervalle 0, 1, eh bien, je vois bien que f de 1 égale 0. Donc si vous voulez, voici la deuxième solution bêta qui est égale ici à 1. Regardons ce qui se passe sur le troisième intervalle. Ça va aller vite. Regardez, sur l'intervalle 1, 2, ma fonction est continue et strictement décroissante, mais je sais déjà que f de 1 égale 0. Donc j'ai déjà trouvé ma deuxième solution, c'est bêta égale 1. Et sur le quatrième intervalle, c'est-à-dire l'intervalle 2 plus l'infini, je sais que ma fonction ici, je vois qu'elle est continue et strictement croissante. L'image de 2, c'est moins 1. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Est-ce que si je vais de moins 1 à plus l'infini, si la fonction est continue et strictement croissante, est-ce que je passe par 0? Évidemment, c'est ce que me dit le théorème des valeurs intermédiaires. Si je vais de moins 1 à plus l'infini, je vais passer une unique fois par 0 et cette unique fois, c'est la solution, c'est la troisième solution, c'est ce que j'appelle la solution gamma. Je vous donne ici la rédaction de cette partie. Je dis que f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est ce que j'écris. L'image de 2, c'est moins 1, f de 2, c'est moins 1, et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Je dis que 0 appartient bien à moins 1 plus l'infini, donc je vérifie que 0 appartient à moins 1 plus l'infini, et je dis, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution gamma appartenant à 2 plus l'infini, c'est-à-dire que sur cet intervalle-là, comme je vais de moins 1 à plus l'infini, que ma fonction est continue et strictement monotone, je suis sûr, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution gamma sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc je pourrais conclure maintenant que je sais que l'équation f de x égale 0 admet exactement 3 solutions. La première solution, alpha, tout ce que je sais, c'est qu'elle est comprise entre moins l'infini 0. La deuxième solution, j'ai eu de la chance, je la connais, c'est bêta égale 1 puisque f de 1 égale 0. Et la troisième solution, c'est gamma qui appartient à 2 plus l'infini, mais je ne connais pas la valeur de alpha et je ne connais pas la valeur de gamma. Tout ce que je sais sur alpha, c'est que c'est compris entre moins l'infini et 0. Tout ce que je sais sur gamma, c'est que c'est compris entre 2 et plus l'infini. Quatrième et dernière question de cet exercice, c'est une question classique. On vous demande ici d'encadrer alpha et gamma à 10-2 près. Rappelez-vous, alpha, c'est la première solution de l'équation f de x égale 0 et je sais que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha appartenant à moins l'infini 0. Je sais aussi que la deuxième solution, c'est bêta égale 1 et je sais que la troisième solution, c'est gamma. Et la seule chose que je sais sur gamma, c'est que c'est compris dans l'intervalle 2 plus l'infini. L'idée ici, c'est de venir encadrer alpha à 10-2 près et encadrer gamma à 10-2 près. Alors pour cette question, on va utiliser
une calculatrice ou un tableur, mais l'idée ici, c'est de vous expliquer le principe de raisonnement avant d'aller toucher une calculatrice ou un tableur. Alors je sais que alpha est compris entre moins l'infini et 0, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un tableur ou la calculatrice et je vais venir calculer les valeurs de moins 100 par exemple, moins 99,99, moins 99,98, c'est-à-dire que je vais programmer en fait avec un pas de 0,01 et 0,01 c'est 10 moins 2 près. Donc je vais vous montrer comment on fait ceci sur un tableur et l'idée c'est d'observer les images puisque je sais que les images ici vont être positives et puis boum, d'un coup, elles vont devenir négatives. Eh bien, en regardant le passage entre le nombre positif et le nombre négatif, je saurai que alpha se trouve bien quelque part dans cet intervalle. Je vais vous expliquer ceci avec un tableur. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. On reste ensemble. Vous avez donc compris qu'avec un tableur, on peut encadrer alpha. Regardez, je sais que sur moins l'infini 0, ma fonction est strictement décroissante et je vois que l'image de moins 0,42 est égale à peu près à 0,03 qui reste positif, donc au-dessus de 0. Et l'image de moins 0,41, vous avez vu que c'est moins 0,02 à peu près, donc on voit bien que c'est négatif. L'image de ce nombre-là est positif, l'image de ce nombre-là est négatif, et entre ces deux nombres-là, ils diffèrent de 0,01. Donc c'est ce que j'écris que f de moins 0,42, l'image de moins 0,42 est à peu près égale à 0,03 qui est positif, et l'image de moins 0,41 est à peu près égale à moins 0,02 qui est négatif. Donc je peux affirmer que alpha est bien compris entre moins 0,42 et moins 0,41, c'est-à-dire que alpha ici, vous voyez qu'il est compris entre moins 0,42 et moins 0,41. L'encadrement de gamma, on l'a vu, on voit bien que sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction est continue et strictement croissante, donc gamma est compris entre 2 plus l'infini. Mais en faisant un tableau de valeurs, on voit bien ici que l'image de 2,41 est négative, c'est à peu près moins 0,02, et l'image de 2,42 est positive, c'est à peu près 0,03. Donc ça veut dire que gamma est bien compris entre 2,41 et 2,42, et c'est ce que j'écris ici pour justifier. Je dis que f de 2,41, c'est environ moins 0,02 qui est une valeur strictement négative. F de 2,42 c'est à peu près égal à 0,03 qui est une valeur strictement positive. Donc c'est ce qui me permet d'affirmer que gamma est bien compris entre 2,41 et 2,42. Ces deux nombres-là diffèrent de 0,01. Donc ici j'ai bien un encadrement de gamma à 10 moins 2 près. Et voilà pour cette quatrième question. Donc c'était un exercice classique sur le théorème des valeurs intermédiaires. Très simple, on avait ici une fonction f qui a x associe x4 moins 4x au cube plus 4x carré moins 1. C'est une fonction polynôme du quatrième degré. On l'a dérivée, on a montré que la dérivée était égale à 4x facteur de x carré moins 3x plus 2. En étudiant le signe de cette dérivée, j'ai pu avoir les variations de ma fonction f. Donc voici le tableau de variation de ma fonction f que j'ai complété avec les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Et ensuite, j'ai tout simplement appliqué le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle moins l'infini 0, sur l'intervalle 0,1, sur l'intervalle 1, 2, sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire que j'ai appliqué le théorème des valeurs intermédiaires sur des intervalles où ma fonction est continue et strictement monotone. Ce qui m'a permis de montrer que l'équation f de x égale 0 admet 3 solutions sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Une des solutions, on a eu de la chance, on a trouvé que bêta est égal à 1, c'est-à-dire on sait très bien que l'image de 1 c'est 0, donc une des solutions de l'équation f de x égale 0 c'est 1. Les autres solutions, ce sont alpha et gamma. Par contre, alpha, je ne sais pas quelle est sa valeur, j'ai donc pu l'encadrer en utilisant un tableur et j'ai trouvé que alpha était compris entre moins 0,41 et moins 0,42 et la même chose pour gamma ici, j'ai pu montrer que gamma est compris entre 2,41 et 2,42. Donc voilà, c'est un exercice classique qu'il faut évidemment bien maîtriser. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.